Bonsoir et bienvenue dans Mimi, le magazine de l'insolite et des mondes invisibles. C'est le 25e numéro de la 5e saison et je suis accompagné ce soir de Natacha. Bonsoir Natacha. Bonsoir Antoine, bonsoir les amis. Moi aussi, je suis accompagnée de quelqu'un et c'est Antoine. Bonsoir Antoine. Exactement. Bonsoir Antoine, bonsoir les amis Mimi. Et ce soir, je suis accompagné de Natacha. Bonsoir Natacha. Miroir. On a fait Miroir la dernière fois, émission que j'ai beaucoup aimée parce que j'ai trouvé très intéressant la news que tu as développée. Et là, on se fait des miroirs de répétition, tu vois. C'est ça. Donc on joue à miroir tout à l'heure en off, on jouait à 1, 2, 3 soleil. Oui, c'est vrai. Voilà. Donc ce soir, on va lâcher la bête. Et on Alors, va vous parler ce soir de trucs qui me dégoûtent. Elle nous parle des trucs qui nous dégoûtent des fois, Natacha, c'est bizarre. Elle va nous parler d'un verre, d'un asticot dans la tête. Je sais pas si c'est un asticot ou un verre, tu vas nous dire tout ça. ça n'en dit pas plus parce que Voilà. c'est vraiment une news qui à la fois me fascine et me dégoûte au plus haut point. Et je me suis dit, bon, alors là, je vais te le raconter, je vais le raconter aux amis parce que franchement, ça fait peur, ça fait trop peur. Et puis, eh bien, moi, de mon côté, je vais commencer par une nouvelle qui m'a été envoyée par mon ami Pascal Cazotte, qui est une nouvelle ufologique. C'est une news qu'il a écrite dans un journal local. Vous savez que Pascal est aussi rédacteur dans le Villefranchois. C'est un quotidien ou un hebdomadaire, je crois, d'Aveyron. Et donc, il a écrit une interview d'un vieux monsieur maintenant, qu'il a été voir chez lui pour pouvoir discuter de son témoignage, de son abduction qu'il aurait eue dans les années, fin des années 69, début des années 70. Et c'est cette histoire que je vais te raconter, Natacha, que je vais vous raconter ce soir, les amis. Ah bah, j'ai hâte de savoir. Avant qu'on commence, moi j'ai une petite pensée. Vous savez que j'habite à Vannes. Et ce que je racontais à Antoine tout à l'heure, c'est qu'il y a un procès très important, qui est un procès de choses, ben, des faits terribles. Ce sont des abus, des viols d'enfants. 299 enfants ont été violés par un chirurgien, donc Joël Le Squarneck, je crois. Donc je pensais à ça et j'ai vraiment cette pensée pour toutes les victimes d'abus, les victimes de viol et toutes les victimes d'une manière générale de ces actes immondes qu'on peut traverser. Donc voilà, je me permettais d'avoir cette pensée-là. Eh bien, écoute, tu fais bien de le préciser. Et d'ailleurs, on pourra digresser là-dessus et se poser la question, est-ce qu'une abduction aussi pourrait, dans certains cas, euh, paraître, rentrer dans cette catégorie-là? Parce qu'en définitive, souvent, c'est sans le consentement des personnes que les personnes sont enlevées. Mais là, on va voir que c'est pas tout à fait le cas. Alors, ça se passe donc en la première fois en juin 1966. Bon, on n'était pas nés. Ça se passe dans le corps d'une ferme donc de l'Aveyron, à la Fouillade, pour être exact. Et ce jour-là, la grand-mère de Robert euh, est en train de vaquer à ses occupations dans le corps de ferme, jusqu'au moment où elle s'aperçoit qu'il y a des petites lumières qui bougent dans son corps de ferme, et puis elle regarde attentivement, et là elle voit quatre boules lumineuses. Elle est assez étonnée, et du coup elle appelle son fils, donc le père de Robert, qui est dans l'exploitation agricole à ce moment-là, et qui rejoint sa mère, et qui lui aussi constate la présence de ces boules lumineuses qu'on pourrait appeler Foo Fighters dans d'autres lieux. Mais là, on est en France, on va appeler ça des boules lumineuses. Et elles disparaissent, ces boules. Le soir, quand Robert, qui avait déjà une vingtaine d'années à cette époque-là, euh, rentre chez son père et sa grand-mère, euh, lui raconte ce qu'ils ont vu, et tu te doutes bien que il les croit pas, quoi.
Oui, bon, on est au mois de juin, le soleil tapait fort, il a trouvé tout un tas de raisons, d'excuses sur ce qui aurait pu provoquer ces scintillements lumineux. En réalité, c'était pas des scintillements, hein, c'était vraiment des boules lumineuses. Et quelques jours passent, et eh bien, ça se reproduit. À nouveau, la grand-mère voit apparaître des boules lumineuses autour d'elle. Et cette fois-ci, il y en a six qui apparaissent. Et là, pour le coup, Robert est à la ferme. Du coup, elle l'interpelle, celui-ci arrive, et bah, il ne peut que constater qu'effectivement, il y a un curieux balai lumineux qui se déroule dans ce corps de ferme, que sa grand-mère n'était pas folle, que son père n'avait pas trop picolé, que effectivement ces boules sont là. Et bah, il est pas, du coup, il est pas super rassuré par la présence de ces boules. Et bon, elles disparaissent. Voilà. Donc, il est quand même pas très rassuré par ces boules, d'autant plus que lorsqu'il regarde de l'autre côté du champ, il a l'impression de voir une espèce d'obus. En tout cas, il décrit ça comme un obus qui serait posé sur le champ. Alors là, on était du coup au mois de janvier 1967. Et, et les champs, à ce moment-là, ils sont ras, quoi. Il y a pas de grandes herbes, etc. Donc, il voit vraiment distinctement cette espèce de... on l'appellera vaisseau, nous, hein, mais lui, il interprète ça comme un obus. Du coup, bah, il rentre chez lui, pas rassuré, tout ce petit monde disparaît, et il va se coucher, et il y a plus rien. Ça l'inquiète quand même, cette histoire, parce que du coup, là où il pensait que 6 mois plus tôt, son père, sa grand-mère avaient affabulé, là il s'aperçoit que c'est vrai, et ça revient en plus, donc ça l'inquiète un peu. Et puis il a raison d'être inquiet, parce que 4 ou 5 jours plus tard, rebelote, à nouveau, ces boules lumineuses réapparaissent près de la ferme. Comme là, il est dehors, du coup, il prend à nouveau peur, il rentre dans sa voiture un peu pour se protéger. Et va savoir pourquoi, il allume le moteur et il se met à suivre une des boules, voire même à lui foncer dessus. Sauf que la boule, elle se déplace. Il essaye de la rattraper. La boule, elle accélère, mais elle garde toujours la même distance entre lui et la voiture. Donc, il poursuit comme ça sur plusieurs centaines de mètres. Il arrive en haut d'une côte. Et là, en haut de cette côte, qu'est-ce qu'il voit? En contrebas, ce fameux vaisseau en forme d'obus qui est à nouveau, j'allais dire, garé dans un champ. C'était pas dans le même champ, parce que là, il y avait quoi, il s'était quand même éloigné d'un certain nombre de distances de sa ferme. Mais il y a ce vaisseau qui est là, qui est dans le champ. Donc, je sais pas, qu'est-ce que tu aurais fait, toi, Natacha, à ce moment-là? C'est demi-tour. On est en 1967, hein, donc c'est pas une époque où on a beaucoup entendu parler, en tout cas dans la France profonde comme ça, on n'a pas forcément beaucoup entendu parler d'OVNI. Qu'est-ce que toi, t'aurais fait? Moi, je pense que je serais restée regarder, D'accord. je fascinée. Je me serais dit: «Qu'est-ce que c'est que ce truc?» Eh bien, écoute, c'est presque ce qu'a fait Robert. Il a descendu la côte vers l'OVNI avec sa voiture. Il s'est garé sur le bord de la route. Mmh. Et il a senti soudain une espèce d'énorme chaleur, comme si dans sa voiture, la température était montée à fond, à fond, à fond. Et blackout. Il se réveille, il a froid, il se sent humide, il se sent mouillé, et puis il fait noir dehors. Il s'aperçoit qu'il est plus dans sa voiture, qu'il est allongé dans le fossé, qu'il fait nuit noire, que l'objet n'est plus dans le champ. Du coup, il remonte dans sa voiture, il rentre chez lui, et puis
Quoi, ce qui est bizarre, c'est qu'il comprend pas trop, parce que pour lui, tu vois, il y a même pas une demi-heure qui se sont écoulées, et puis la nuit est tombée, quoi, il comprend pas trop, et puis quand il arrive dans le corps de ferme, là, il voit son père, sa grand-mère, et des voisins qui sortent de la maison, plutôt inquiets et soulagés de le voir arriver, et il leur demande ce qui se passe, et puis il lui dit, mais t'as disparu toute la journée? Mais t'étais où, Robert? Ben non, je suis parti il y a une demi-heure. Ben non, voilà. Donc il était 4 heures du matin. Donc là, tu Mmh. vois, il y a eu un gros, gros temps manquant. Donc qu'est-ce qui s'est passé entre le moment où il s'est garé pas très loin de l'OVNI et le moment où il se réveille dans le fossé? Ça, mystère, il ne s'en souvient pas de Brave Robert. Mmh. Toujours est-il que, euh, eh bien, les manifestations continuent à se répéter jusqu'à ce qu'un soir, alors qu'il est monté vers 22 heures se coucher, il voit apparaître, passer à travers un mur, 3 humanoïdes. Mais comme s'ils s'étaient vraiment, toi, passe-muraille, quoi. Comme s'ils s'étaient dématérialisés pour passer à travers le mur et rematérialisés. Donc il les voit surgir du mur, comme ça. Deux femmes et un homme qui sont plutôt grands, ils font 2 mètres, ils sont blonds, mais ils ont les yeux bridés. Donc on pourrait dire qu'ils sont typés asiatiques, mais blonds, ce qui est pas courant. Ils sont correctement proportionnés, sauf les avant-bras qui sont plus longs que la moyenne. Donc ils ont des longs avant-bras, mais après tout le reste est tout à fait humanoïde. Ces visiteurs, comme il les appelle, comme il les appellera, vont s'exprimer dans un français tout à fait correct, le rassurer, lui dire qu'ils lui veulent pas de mal, et ils vont essayer d'entrer en communication avec lui et lui expliquer que ce sont eux aussi des humains, mais qui viennent d'une autre galaxie et qui sont là pour étudier leurs cousins humains, on va dire, si on peut, si on peut dire ça comme ça. Et comment dire, ces contacts avec ces humanoïdes se répètent de façon assez récurrente. Ils reviennent souvent le voir le soir. Euh, il n'arrive pas à connaître leur nom, de tenir ces extraterrestres ou ces terriens de notre galaxie lui disent que de toute manière leur nom est imprononçable dans notre langue, hein, tout simplement, et que s'il n'arriverait pas à retenir leur nom, donc il va plutôt les appeler par leur fonction. Donc l'homme serait plutôt un guide, l'une des femmes serait une biologiste, tandis que la seconde serait ethnologue. Donc tu sais, ça fait très guide touristique qui vont dans une planète pour étudier une espèce, une sous-espèce. Je sais pas à quoi ça te fait penser. Ce qui est terrible, c'est ça, c'est qu'on est la sous-espèce. On est le petit singe, tu te rappelles la semaine dernière? Voilà. Mmh. Finalement, il sympathise avec eux et il se passe un soir une chose assez curieuse. C'est ces extraterrestres lui proposent de l'emmener pendant un an avec eux en Inde. En Inde? En Inde, voilà. Comme une espèce de retraite spirituelle. C'est un peu bizarre. Et il lui propose de l'amener à Ladakh, dans la région de Ladakh, euh, pour pouvoir, bien, comment dire, en tout cas c'est comme ça que je l'interprète, hein, l'étudier de plus près. C'est-à-dire qu'il va se rendre avec eux dans une montagne près de Ladakh, et puis voilà, il sera à leur disposition. C'est pas très clair. J'ai l'impression qu'il s'étend pas trop sur cet épisode-là. Il réfléchit plusieurs jours et puis lorsqu'ils reviennent, il dit OK, il en parle quand même à son père. Son père qui a pas l'air surpris. C'est assez bizarre, tu verras pourquoi tout à l'heure. Et donc, du coup, il se rend dans le fameux pré.
où il avait vu la soucoupe volante la deuxième fois. Euh, Là, au moment où il arrive dans ce pré, il voit cette fois-ci mais plus un obus, comme il le décrivait. C'était peut-être l'interprétation qu'il en avait, mais une vraie soucoupe volante, comme nous on peut l'imaginer, et comme je le montre à l'image. Euh, et elle descend, elle atterrit, mais elle touche pas le sol. Et elle reste comme ça en suspension à quelques centimètres du sol. Tu as une espèce d'escalier comme ça qui se forme et puis qui descend jusqu'au sol. La soucoupe, elle est grise, et à un moment donné, elle devient jaune doré. Prend une couleur luminescente, on va dire. Et donc, Robert, selon les instructions que lui avaient données les trois extraterrestres, il sait que c'est à ce moment-là où il peut s'approcher de la soucoupe, qu'il ne fallait pas qu'il s'en approche avant. Et d'ailleurs, c'est pas sans nous rappeler un certain nombre de témoignages qui nous disent que bah, si tu es trop près d'une soucoupe, c'est mortel. Je vous renvoie à l'émission qu'on a faite avec Stéphane Royer Et si on parlait vraiment d'ufologie. Et donc là, du coup, voilà, il attend que la lumière passe au jaune, on va dire, et il rentre dans la soucoupe. Et quand il rentre dans la soucoupe, ben, c'est bizarre parce qu'il y a tout qui disparaît, quoi. Il y a tout qui disparaît. C'est-à-dire, l'entrée n'existe plus. C'est comme s'il n'y avait Flottante. plus de porte. Ouais, voilà, elle se fond dans la masse. Il y a les trois extraterrestres qui lui proposent un siège. Au moment où il s'installe dans le siège, qui était un peu trop grand pour lui, hop, il se met à sa forme. Et ça, c'est une technologie dont on commence à parler là depuis quelques années, tu sais, de ces matières à mémoire de forme. Euh, et l'idée, le nec plus ultra, ce vers quoi veulent aller les scientifiques, c'est justement d'avoir des matières qui pourraient se métamorphoser un peu, prendre la forme, s'adapter aux gens, même des fringues, hein, tu vois, il y a des... Mais il tu y a sais, des... je l'ai Oui, vas-y. souvent imaginé ça. En me mettant dans mon lit comme ça, je m'imaginais que le truc prenait vraiment, m'enveloppait, voire j'imaginais, c'est complètement mon imagination, que pour guérir, j'étais plongée dans un liquide qui englobe et qui guérit tout. Donc, je ne sais pas si j'ai vu ça dans les films de science-fiction ou si je l'ai imaginé ou si je suis allée me balader. Mais des vêtements qui s'adaptent à nous, qui à la fois très légers et très chauds, qui nous protègent. Enfin, j'ai dû le lire ou C'est ça, lire. dans les films de SF, il évoque ce genre de choses. Hop, t'appuies ici, et puis t'as toute la combi qui s'adapte à toi et qui est parfaitement ajustée, etc. On ira un jour hein, vers ce genre de, Ouais, de technologie. Bah oui. De toute manière, tout ce que l'homme imagine, un jour, il arrive à le produire. Donc, le voyage dans le temps, ça sera un jour aussi. Allez, revenons à notre Robert qui est dans sa soucoupe et puis qui demande et du coup à ses occupants quand est-ce qu'on décolle. Et puis là, les occupants lui disent, mais attends, regarde, hop, il faut un petit geste de la main, t'as une paroi qui devient un peu translucide, on est à 40 km au-dessus de la Terre. Alors, en fait, il ressent aucune vibration, rien, c'est-à-dire que ça fait déjà plusieurs minutes qu'ils ont décollé et il n'a rien senti. Et il traverse les 7500 km qui le séparent de la Fouillade à l'Inde, à la Dak, et en combien de temps? en moins d'une heure. Quoi, il dit moins d'une heure, mais en définitive, il n'arrive pas forcément estimer le temps. Donc en tout cas, c'est très très rapide selon ses dires. Et du coup, il arrive dans une grotte, dans une montagne. Là, il l'installe dans une pièce qui ressemble à sa chambre. Et il va y rester pendant un an. Et c'est ce que je te disais tout à l'heure, il n'est pas trop bavard sur ce qui se passe là. On a l'impression que c'est surtout beaucoup d'échanges soit spirituels, soit d'échanges verbaux. Par exemple, tu as la biologiste qui va lui apprendre les bases fondamentales du yoga et l'entraîner dans des postures de yoga, etc. L'ethnologue, il va avoir beaucoup de discussions scientifiques avec elle.
Elle va lui parler de l'univers, des étoiles, des trous noirs. Elle va même lui apporter, tous les mois, chose assez surprenante quoi, un l'exemplaire, de Science et Vie du mois, donc en Inde. Donc l'exemplaire français de Science et Vie, voilà, elle lui apporte et du coup, elle lui dit: «Bah, il y a des erreurs, ça c'est pas bon» et cetera. Donc elle fait une interprétation de la connaissance qu'on avait, à la fin des années 60 Et il y avait et déjà puis Science et oui, ouais, ouais et puis, voilà, ça se passe, il y passe quasi un an là-bas. Alors, par contre, au niveau, repas, c'est assez spécial. C'est, café le matin et après, pour le repas et pour le dîner, il a une bille, une. Il mange une bille, qui a super bon goût d'ailleurs, qui est ultra nutritive, mais c'est tout. Donc, on est loin du steak de sanglier, hein et et donc il le ramène, chez lui donc, au mois de décembre suivant et ce qui est bizarre, c'est qu'au moment où il le ramène chez lui, il y a son père qui est dehors, comme s'il l'attendait, comme s'il savait qu'il allait arriver ce jour-là, à ce moment-là et donc voilà, il retrouve son père. Les terrestres, d'une autre galaxie, s'en vont et ce qui est surprenant, c'est qu'il ne les reverra plus jamais. Voilà. Alors, il en discute avec son père, bien entendu et son père, il le lui dit à on va dire à demi-mot, mais il comprend qu'il a eu aussi une expérience avec, avec, ces extraterrestres. Parce qu'à un moment donné, son père lui dit, et on est, du coup, début des années 70: «Dans le futur, des avions déverseront du poison dans le ciel et nos gouvernants seront devenus des criminels qui chercheront à nous tuer». Surprenant comme phrase, Ouais, carrément. voilà. Donc est-ce qu'il l'a imaginé tout seul ou est-ce que c'est lui aussi, il a eu des grandes discussions avec, avec ces humains d'une autre galaxie? Oui, c'est pour ça Voilà. que je disais, un jour on se baladera, dans le temps. Tu Mmh. penses que là, il s'est baladé dans le temps et qu'il a pu voir des choses, est-ce que ça signifierait alors que qu'il y ait des événements, des impondérables, des choses qu'on Ah, des ce qu'on appelle des ancres dans le temps, c'est-à-dire des points qui ne peuvent pas être évités? Bah oui. tout est défini. Il y a un mot arabe, heu, qui dit maktoub. Maktoub, tout est écrit. C'est écrit. Mmh mh. Pour dire ça, en fait, hein. Mmh. Kullu maktoub, tout est écrit. Bah, écoute, toujours est-il qu'il a eu comme instruction, même s'il les a pas revus, il a quand même eu comme instruction de ne parler à personne de ces événements-là pendant 40 ans C'était en 67, tu as dit? et c'était en 67, ouais, c'est ça. Bon, Mmh. alors il a pas trop respecté les 40 ans, parce qu'il en a parlé pour la première fois en 2005. OK. Bon, 38 ans, allez, on va lui pardonner. En fait, il en a parlé, peut-être que parmi vous les amis, il y en a certains d'entre vous qui y étaient, hein, qui, peut-être connaissent ce témoignage finalement. Il en a parlé donc en 2005 lors des rencontres ufologiques à Châlons-en-Champagne. C'est super intéressant pour une raison. Oui. Quand j'ai interviewé Nicole Dron, qui a fait une expérience de mort imminente en 1968, elle m'a dit: «On m'a dit de ne pas en parler pendant, je sais plus, 17 ans?» Je sais plus et elle a vu et ça a été la même chose pour une autre personne. On lui a demandé de pas en parler pendant 11 ans et elle m'a dit: «Ben, en fait, quand j'en ai parlé, quand j'ai eu la possibilité de parler, donc quand cette période de temps est finie, je me suis aperçue que,
il y avait déjà les travaux de Raymond Moody qui étaient passés par là, donc ça nous avait facilité les choses. En fait, il y a une évolution, progressive des mentalités, de nos pensées, une sorte d'habitude qui se fait avec certains phénomènes et ça permet, d'ouvrir d'autres champs de conscience. Et tu vois, du coup, tu me fais penser à juste, un petit passage que j'ai zappé, dans mon récit. C'est que pendant cette année où il était donc, en Inde, ils lui ont quand même fait faire, 2 expériences un peu bizarres. Ils lui ont permis de retrouver la réminiscence de ses vies antérieures. Ah la vache, Alors, oui. la méthode, ça, je l'ai pas. En tout cas, voilà, il a réussi à avoir cette possibilité-là de retrouver sa vie antérieure et une deuxième expérience aussi, un peu plus hot show. Heu, ils l'ont mis dans une machine qui l'a à moitié électrocuté pour pouvoir provoquer une EMI et c'était avec son consentement, hein et donc il a fait, une expérience de mort imminente avec une sortie de corps, suite à ce choc et puis il est revenu après dans son corps, je crois que c'est au bout d'une demi heure, voilà. Et qu'est-ce qu'il a dit dans son EMI? J'ai pas l'info. Donc toute la partie spirituelle, conscience, il en parle pas? Alors, voilà, il en parle pas trop. Après, c'est un article, qui reste sur une page de journal, donc peut-être que, Ah, il en parle par ailleurs, qu'il faudrait effectivement creuser le sujet. Toujours est-il et pour finir, et c'est la dernière info que je vais vous donner sur, sur Robert, c'est que, lors de ce salon, UFO en 2005, il y avait un radiesthésiste qui était présent parce que du coup, il a témoigné, il a raconté son histoire et le radiesthésiste après a pris contact avec lui et lui a dit: «Écoute, je j'aimerais voir si, tu as pas un implant». Parce que c'est en général, ça va de pair, hein, abduction et implant, ça va plutôt de pair et donc il découvre effectivement qu'il a un implant dans le dos. Eh bien, tiens-toi bien, au moment où il pose la main sur l'implant, il est projeté en arrière. Mais comme une répulsion, magnétique et ça l'envoie valdinguer à 2 mètres en arrière, devant témoin. ah ouais, quand même. Incroyable, hein? Ce qui donne encore plus de crédit, du coup, à son histoire. Voilà. Donc les amis, eh bien, si vous avez déjà entendu parler de cette histoire, eh bien, dites-le nous si vous avez plus de détails, parce que c'est vraiment une histoire qui est très intéressante. Je sais pas ce que tu en penses, Natacha, mais moi, Mmh. elle m'a passionné et merci à Pascal, d'avoir fait cette interview et de m'avoir envoyé l'article. Elle est très intéressante, elle me fait penser à d'autres histoires que j'ai fait un petit papier, j'avais écrit un papier sur les abductions et j'étais très étonnée par ce qui était raconté. Il y a notamment quelque chose qui s'y retrouve à chaque fois, comme, ce que tu viens de dire, c'est, un petit peu le temps, si tu veux, ils les gens se font abducter. Il se passe un temps, plus ou moins long, ils n'ont aucun souvenir et du coup, bah, il y a aussi cette question du temps-là qui s'y retrouve. Les gens, ouais, j'avais vu une histoire d'une dame qui allait, je ne sais plus où, je ne sais plus pourquoi, parce que ça fait quelques années quand même que j'ai écrit là-dessus et je sais qu'elle était avec sa sœur dans une voiture, elle se dirigeait vers l'endroit où elle devait aller et puis, tout d'un coup, la voiture, ben, vous connaissez l'histoire, hein, ça commence à faire bizarre et puis paf, Heu, elles savent pas ce qui se passe et tout d'un coup, bah, elles se retrouvent plusieurs heures après dans la même voiture, mais il fait nuit. Donc c'est et puis il y a beaucoup d'histoires comme ça où il y a, à la fois on ne sait pas ce qui s'est passé et à la fois, il y a un temps qui s'est passé, quoi. Ça fait vraiment drôle, ouais, vraiment drôle. En tout Mmh. cas très intéressant, merci. Mais je t'en prie. Alors je sais pas s'ils lui ont découvert un verre dans la tête à Robert, mais toi par contre, Je vais vous raconter un truc absolument dégoûtant. Je suis désolée. Alors pour ceux qui ont, voilà, le cœur, qui va valdinguer, bah, je vous conseille d'arrêter tout de suite l'émission. Désolée Antoine, mais vraiment moi ça je vous trouve ça comprenez fascinant. pourquoi j'ai commencé l'émission pour une fois? Parce que je me suis dit, «Si c'est trop horrible ce que Natacha nous raconte, vous allez partir, vous aurez pas eu mon histoire». Alors que ton histoire, elle valait le coup, franchement. Bon, mais c'est, accrochez-vous.
Alors, les amis, Antoine, préparez-vous à une histoire qui va vraiment vous faire frissonner. Moi, ça me fait frissonner partout. Et qui pourrait bien vous donner envie, d'ailleurs, de laver vos légumes avec beaucoup d'attention. Quoi? Allez, on part ensemble, direction l'Australie. Ouf, ça s'est pas passé ici. Des médecins de l'hôpital, je crois que ça s'appelle Canberra, ils ont fait une découverte incroyable, voire très inquiétante. Un verre de 8 centimètres. Mon Dieu, rien qu'à le dire. 8 centimètres, bien vivant et frétillant, niché dans le cerveau d'une pauvre femme, d'une patiente. Alors parce que figurez-vous que cette femme, elle avait un état de santé qui se dégradait mystérieusement. Elle avait fait des examens, mais ça se dégradait depuis plusieurs mois. Elle avait des douleurs abdominales, des diarrhées, des pertes de mémoire et même une dépression. Et bah, elle s'inquiétait, personne ne trouvait rien, donc et personne ne s'attendait surtout à ce qui allait suivre. Ils lui ont fait passer une IRM cérébrale et les médecins ont détecté une lésion bizarre. Ils décident de l'opérer et là, surprise, en ouvrant son crâne, il tombe nez à nez avec un ver en pleine forme qui se tortille gaiement dans ses tissus cérébraux. Je vous jure que c'est vrai. Eh ouais, vous avez bien entendu, c'est atroce, hein. Parce qu'après extraction, hein, Antoine qui nous mime le ver, là, j'ai failli, je voulais vous chercher un truc qui mimait un ver, voilà, un truc comme ça, là, bien, bien dégoûtant. Ah, donc après extraction, la bestiole est envoyée FISA en laboratoire où les scientifiques l'ont identifié sans hésitation. Donc le coupable, c'est, je vais essayer de le prononcer, Ophidascaris Robert Si. Si c'est pas beau la transition, moi je vous le dis. Hein, parce que vous avez entendu parler avant, hein, la news, c'était Robert quand même, hein. Donc c'est un ver rond qui normalement préfère squatter l'intestin des pitons et des kangourous. Alors, comment diable a-t-il atterri dans le crâne de cette patiente? Un cerveau humain? Ouah, la réponse. La réponse, elle se cache dans son mode de transmission. Ce parasite passe généralement d'un animal à l'autre. Donc, en fait, vous avez les excréments d'un animal, donc d'un python par exemple, qui contient ses larves. Et puis, bah, en clair, les œufs de ce ver sont évidemment expulsés par ce fameux python, puis ingérés par un autre intermédiaire, souvent un petit mammifère ou un herbivore, qui se fait ensuite dévorer par un prédateur, comme d'hab, et la boucle est bouclée. Mais dans ce cas précis, bah, il y a pas de serpent et la patiente, elle n'a pas consommé des serpents, elle n'a pas consommé des excréments de serpent, il y avait rien. Mais la patiente aurait consommé des plantes comestibles qui seraient contaminées, en fait et donc souillées par des excréments reptiliens. Moi, tout me dégoûte dans cette info, absolument tout. Mais c'est absolument fascinant parce que ça me terrorise. Donc c'est une contamination accidentelle, mais évidemment lourde de conséquences. Alors, le docteur Sanjaya Senanayake qui nous dit: «C'est une dé» il se marre Antoine parce que dans toutes les news, j'ai des noms à la con et ben, là, je recommence. Voilà, et Donc puis je l'ai pas bien entendu, donc si tu pouvais me le répéter parce que j'ai pas noté. Sanjaya Senanayake. Mais pourquoi ils ont des noms comme ça aussi, je te le dis? Alors ils disent: «C'est une découverte totalement inédite» et c'est un des spécialistes, hein, au-delà de son nom, que je peux pas prononcer. C'est un des spécialistes qui ont suivi la patiente
Il continue en disant: «Les neurochirurgiens voient toutes sortes d'infections cérébrales, mais jamais rien de tel». Tu m'étonnes! Un truc de 8 centimètres dans le crâne, un verre qui bouge et tout. Ah, l'horreur! Et la patiente dans tout ça? Ben, elle a quand même fait preuve d'un courage exceptionnel. Moi, je sais pas comment vous réagiriez, mais moi, si on me disait qu'il y avait un truc comme ça dans mon crâne, mais je pense que je hurle et je finis par m'évanouir, voire, je vomis. Je pense, je peux pas. Après avoir été, donc le premier cas humain, la pauvre, connu donc au monde à héberger ce parasite, elle a survécu à cette aventure hors du commun. Mais selon les experts, ce ne sera pas la dernière fois qu'on croisera Ophidascaris robertsi dans un organisme humain. Une chose est sûre, la nature va encore nous réveiller nous réserver beaucoup de surprises. Alors, un petit conseil, chers amis, s'il vous plaît, la prochaine fois que vous préparez une salade, pensez à bien la laver. Imagine quand même le comble, hein, pour un végétarien, c'est de se faire becqueter par un ver. Oh Dieu! C'est bon, on connaissait forcément les ténias, hein, c'est le ténia, c'est alors là, Mmh. par contre, c'est très courant, c'est-à-dire que c'est dans le porc. Pareil, hein, ce sont des larves qui se mettent dans la viande porcine et si vous cuisez mal votre viande de porc, eh bien, elle trouve un foyer parfait pour pouvoir se développer. C'est l'intestin humain et ça vous donne le fameux, ver solitaire qui après et il paraît que c'est une chandelle pour, à retirer parce que ça peut grossir et prendre plusieurs mètres. Parce que là, il se développe dans tout, tu vois? Tout l'intestin et cetera Ah, j'ai choisi cette news. et pour le faire sortir, Natacha, je te laisse imaginer, en fait, il faut l'appâter. Appâter, 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 appâter. C'est le choc traumatique. Tu dan tu danses devant le verre? Ah, je Donc peux te voir. il paraît qu'il faut l'appâter avec du lait. Voilà, j'ai jamais vérifié cette news, mais j'ai toujours entendu dire ça. Non, mais c'est vrai. Donc, imagine la position accroupie à Walpé avec un bol de lait sous ton trou de derche pour attirer le verre et le sortir. Je vous laisse imaginer. Après tu noteras. Après, c'est peut-être un mythe urbain hein, ce que je vous raconte, hein. Mais j'ai toujours, c'est marrant quoi, j'ai toujours entendu dire ça. Faudra quand même que je vérifie pour voir si c'est pas des conneries. Oui, je pense. Mais tu sais que moi j'avais un chat, il avait le ténia. Mhm. J'avais hyper peur en fait moi je me lave, beaucoup les mains après avoir caressé mes animaux, ou même, en rentrant de faire les courses, je me lave les mains parce que j'imagine toujours que moi je suis pas maniaque mais ça, mais je te jure, ça me traumatise, vraiment. Et vous les amis, vous en pensez quoi? Vous êtes comme moi dans cet état de dégoût profond, mais à la fois dégoût et fascination, moi ça me fait ça. Mm. Bon, je vous promets que je vous choisirai une autre news, mais là je pouvais pas, louper ce truc-là. Ouais. Ouais, je suis en train de regarder comment se débarrasser du ténia, du ver solitaire. Bon, après, il y a des, Mmh. voilà. Il y a des techniques sûrement plus officielles que celles que je viens de vous raconter. Euh, mais celle que je viens de vous raconter, elle est drôle. C'est drôle. C'est vraiment très drôle. Bon, en attendant, je voulais quand même pour revenir à ton sujet très sérieux du ver dans la tête. Alors, c'est très drôle que ton ver s'appelle Robert, parce qu'il y a, ben, il y a un autre cas qui a défrayé la chronique là, en ce début d'année. Tu n'as peut-être pas entendu parler du coup. Je vais te le partager.
le cas de Robert Kennedy Jr., Oh, le ver dangereux dans le cerveau. Ouais, oui, d'accord. qui, Est-ce que c'est fake news ou... non, 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 c'est une vraie nouvelle, hein. Il a eu ben, en fait, un ver a rongé une partie de son cerveau qui lui a fait subir de graves problèmes de santé, à l'instar de ton australienne, et qui par contre était mort, quoi, le ver est mort quand même dans son cerveau, parce que quand ils l'ont opéré, ils pensaient que c'était une tumeur, hein. Et Hum, en fait, c'est un parasite qu'il a contracté lors d'un de ses voyages. Alors le problème, c'est qu'il voyageait beaucoup, donc soit en Afrique, soit en Amérique du Sud, soit en Asie, voilà, va savoir. Et, euh, et donc, non, non, il a vraiment été infecté par ce genre de ver. Alors là, j'ai vite cherché l'info pendant que tu me racontais ton histoire, mais hum. je sais que j'avais vu passer des articles plus précis là-dessus, parce que justement, le fait qu'il ait été nommé, euh, il est nommé à j'allais dire au ministère de la Santé, je ne sais pas comment ça s'appelle, aux États-Unis. Tu sais que tu as des vers qui, en fait, pénètrent dans ta peau quand tu marches dans des ruisseaux, dans des endroits qui sont infectés comme ça. Donc, ils rentrent dans ta peau et puis après, ils se baladent, hein, ils se baladent aussi dans le cerveau. C'est assez connu, ce type de truc-là. Mais c'est pas en France, hein. Il y a pas ça en France. Peut-être qu'avec le réchauffement climatique, on va ramener ces bestioles-là. Va savoir. Donc, Mmh. donc c'est bien le ministère de la Santé, hein, ça s'appelle pareil. Donc il a été élu par Trump, quoi, mis à la tête du ministère de la Santé par Trump. Donc voilà ce à quoi ça m'a fait penser quand même ton histoire, qui est pas banale. Mmh. Bon, ben voilà, les amis mis, c'est deux belles histoires, moi je trouve. Elle était belle ton histoire. Et puis en fait, ce qui est très drôle, c'est surtout de te voir toute frétillante comme ça, toute dégoûtée. C'est ça qui est. Nous, on en redemande, hein, parce que rien que de voir l'effet que ça fait sur toi, on paye pour voir, pas de souci. Les pauvres, vous payez cher, hein, parce que pour entendre parler de 8 centimètres dans le cerveau d'une dame, faut tu vois, ça me fait des frissons. Allez, pour finir cette émission, les amis, une fois n'est pas coutume, je vais vous partager une photographie que nous a envoyée David. Et puis on va la regarder ensemble, Natacha, si tu veux. Ouais. On est en 2023, forêt de Fontainebleau. Forêt de Fontainebleau, ici, c'est un endroit qui est assez connu, tu vois, où il y a gravé dans les pierres, je sais plus. Je sais pas qui c'est d'ailleurs. J'ai pas eu la curiosité d'aller voir. Donc, notre ami Mimi regardait, quoi, prenait en photo ce, ce champ de pierre, on va dire. Et il y a au développement, il ne l'a pas vu en direct. Alors, au développement, excusez-moi, c'est une vieille expression d'un garçon qui a fait de la photographie noir et blanc, qui faisait du développement à un moment donné. Donc, une fois qu'il a mis numériquement sa photo sur son ordinateur, il s'est aperçu d'une présence un peu étrange. Est-ce que tu la vois sur cette photo? Alors, est-ce que je la vois sur cette photo? Derrière la à gauche? À Non? gauche, à gauche ici ou à gauche là? À gauche, l'autre, voilà, celle-là. Cette gauche là? Allez, Non? on va zoomer pour voir. Mmh, je sais pas Hmm. ce que c'est. Bah, moi non plus, figure-toi. C'est un bonhomme qui parle avec un truc sur le dos, non? Je sais pas, c'est assez bizarre. Alors attends, parce que du coup, je sais pas il nous en a envoyé C'est une pas autre. ça que je voulais montrer, c'est Si, si, sûr. si, c'était exactement ça. D'accord. C'est assez bizarre. Moi, je vois ici une forme avec un bras qui est levé, une jambe qui est avancée, une autre jambe qui est plutôt droite. Ici, une espèce de grande chevelure noire. Là, j'ai l'impression de voir des cornes noires. Et puis, ce visage blanc avec
une oreille de mouton ou ce que tu veux. Ah, attends, non, moi je vois mieux. Ah, Du coup, non, mais je vois mieux que tout à l'heure. J'ai pas dit que je voyais mieux que toi. Donc, je vois un bras là. ouais, le bras qui est là. Voilà, je vois donc les deux jambes en bas. Mhm. Ici. Voilà, derrière l'autre bras avec une Mm. espèce de sac à dos, cape, j'en sais rien. Ouais, moi je voyais une grande chevelure, mais là j'ai l'impression qu'il est contre un arbre Ah oui, ok. Moi, j'ai l'impression qu'il avance, mais ok. et qu'il Et, avance, oui, parce que forcément son genou étant un peu plié, on a l'impression qu'il avance. et puis, bah, ce truc blanc là, je sais pas ce que c'est. Ouais, un masque, Un bonnet. Il a la tête penchée comme ça. Puis il a son bonnet. un bonnet, il a la tête penchée. Ouais. Non, Ouais. mais pourquoi pas, hein, c'est peut-être. Mais le fait qu'il soit tout en noir comme ça, Ah, parce ça que fait. c'est. Mm. C'est Parce, parce que le problème, c'est que là, on a l'impression de voir un œil ici, Ah oui, et ici, une oreille, tu sais, mais une oreille soit de mouton, tu vois, une oreille comme ça, un peu allongée, bah, dites-nous alors, vous, pointue, allongée. Et donc là, le museau qui regarde vers la gauche. Mm. tu vois ça, d'accord. Non, moi je vois pas ça. Je vois un mec qui a la tête baissée avec un bonnet sur Ouais, sa pour tête. toi, ce serait un bonnet et la tête baissée. D'accord. Et du Pour coup, moi, oui. il serait habillé tout en noir, avec un bonnet blanc. Pourquoi pas? Ouais, c'est un peu C'est. bizarre. C'est un peu spécial parce que surtout, soit il est bossu, soit il a un Mm. gros sac à dos et je sais pas, il a tué quelqu'un. J'en Oui, sais rien. oui, il va tuer quelqu'un. Ouais, non, mais avec son bonnet blanc, là, c'est bizarre. Enfin, Mm. son bonnet. Ouais, bah sinon, niap, niap, niap. Hein, t'as la ref? Niap, Oui, niap, niap. Vous attends. avez la ref, les amis? Si, si, mais ça me dit quelque chose. Niap, niap, niap. Redis. Qu'est-ce que c'est? Ceci que je redis, c'est niap, niap. Bah, c'est le schtroumpf noir. Ah oui! Le Ah fameux oui! schtroumpf noir, tu sais, qui allait mordre le bout de queue des schtroumpfs bleus et puis qui se transformait en noir. Transformé en or, oui, oui, oui. Voilà. Et il était tout noir avec son bonnet blanc. Bon, voilà, bon, écoutez, on digresse, mais c'est la fin de de l'émission. Voilà, on a été très content de la passer avec vous. Natacha, en tout cas, ça se voyait pas à l'antenne, mais j'étais mort de rire avec ton histoire de verre dans la tête et, et toutes tes mimiques. Ouais, ça se verra. Non, bah, J'espère que que tu te ça, moques pas. tes mimiques, on les verra en tout cas. Tu pourras trop regarder. Si, Je si. vous souhaite de passer un très bon week-end. On se retrouve la semaine prochaine pour le numéro 26. Natacha, passe une bonne soirée, bon week-end Oh, bah, moi, je vais bosser et je vais énormément travailler. Donc, bisous à tous et bosser! et bon courage. Allez, ciao, ciao, bisous. Bisous! Niap, niap, niap. Ça. Donc on joue à miroir tout à l'heure en off, on jouait à 1, 2, 3 soleil. Oui, c'est vrai. Voilà. 1, 2, 3, soleil. On l'a pas enregistré. Bon, on va peut-être vous le faire. 1, 2, 3. Soleil. Mais si on l'avait enregistré, ça Oui. sera dans le bêtisier. Ah, mais tu enregistres sans me demander mon consentement.
Et Dès que tu te connectes, c'est enregistré. bon, bah, alors je dois faire gaffe parce que, Voilà. À carreau, on se tient. À carreau. Et puis après, j'ai plus de bêtisier, donc qu'est-ce que je te dise, moi. bah, oui, non, mais j'ai trouvé ton dernier bêtisier tout mignon, tout Bah sympa. oui, mais Tu me il tendais la était tout, perche là, tu il était tout petit. petit, petit. Ah, ta chambre trop calme, qu'est-ce que c'est que ça? Lâchez-vous, mademoiselle Natacha, afin de nous faire un beau bêtisier. Lâchez-vous, monsieur Antoine, afin de faire un beau métier. Ok, donc ce soir, on va lâcher la bête. Attends, là. Ah, on a un gros décalage, hein. Ouais, 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 c'est parce que je suis pas encore bien. Je suis pas encore bien prêt, en fait. Ça va aller mieux, là. Est-ce que c'est mieux? Bah, je sais pas, vas-y. Un, 2, 3, fait 4, 5, 6. Soleil. Un, 2, 3, soleil. Un, 2, Je crois 3, qu'on a un décalage. soleil. Un, 2, 3, soleil. Je sais pas, je fais un, Un, 2, 2, 3, tu fais 3. soleil. Ok. Un, 2. Soleil. Ah ouais, il y a un décalage. Ouais, décalage. Mais pourquoi est-ce que ça décale? Peut-être que maintenant c'est mieux. Oui. Un, 2, 3, Soleil. Un, 2, 3. soleil. Il y a peut-être un petit décalage, soit c'est tes neurones, Non, c'est gentil, attends, non. un petit verre dans le cerveau. Un petit. Ah, par contre, va savoir. Ah bah là, ça a l'air d'aller. Ouais, bah oui, je pense, c'est le temps que ça se cale. Ouais, là, ça se calme. Ah, je trouvais la news. Et il était tout noir avec son bonnet blanc. Il y avait un bonnet blanc. Ah bah oui, ils ont des bonnets blancs, les Schtroumpfs. Noir. Mais même Je les trouve. bleus. Ouais, les bleus, oui. Mais je te demande pour les noirs. Oui, je te jure, les amis, pardonnez-nous. Ah, c'est la fin de l'émission. Schtroumpf, quand on écrit ça. Schtroumpf, Schtroumpf. SOROUMPF. Noir. C'est Bah ça? voilà, ouais, j'en ai un beau là. Tiens, regarde. Oh, Avec. ils le font en pop. Il me le faut. Ça y est, tu l'as découvert. Regarde. Est-ce qu'il est pas magnifique, le Schtroumpf noir? Ah oui, ah, puis il a sa culotte. Bon, par contre, il a la culotte blanche, ouais, j'avais oublié. Mais il a le bonnet blanc. Voilà. Et donc, c'est Niap Niap. Voilà. Et une fois qu'il en a mordu un, hop, il se transforme aussi en Schtroumpf noir. Ouais, Voilà. ouais, oui, je me souviens. Ah, moi, j'avais adoré Ouais, moi aussi. J'aime cette bien les BD. Schtroumpfs. Niap, niap, niap. Et si, il faut que tu termines avec ça. On le fait ensemble. Allez, Un, 2. 2, 3. Niap, niap, niap. Je m'arrête pas me marrer en plus avec tes bêtises. Oh, fallait que je mette mon bonnet blanc. Ah, Mmh, t'as un bonnet blanc pour faire niap, niap, niap? mmh. Tu as Allez. un? Non, Tu as? non, j'en ai pas. Non? Non, écoute, tu le mettras la prochaine fois, sinon. Au bonnet de ski. Bah oui, non, j'en ai pas. Non. Ouais, tant pis, on aurait fait tous les 2. Yap, yap. Oh, bah, regarde. Yap, yap, yap. Ah bah Ah, oui. tu Ah, vu? mmh, Hein? mmh. Ah, si c'est pas inspiration. J'arrête de déconner, moi.